faisait de plus moderne. Carabine à réarmement, c'est-à-dire qu'à chaque tir, on devait manipuler la culasse. Et cette carabine a été créée en 1898, même si elle est le fruit d'une trentaine d'années de travail, puisque les frères Moser ont créé leur société autour de 1860, et que le modèle 1898 est finalement l'ultime évolution de tous leurs fusils d'infanterie, puisque c'était des fusils d'infanterie à l'époque. Quand on ouvre une culasse de Moser 98, ça brinque-balle, ça bouge dans tous les sens, ce que les armuriers appellent un jeu gras, c'est-à-dire que c'est très très lâche. Et ce qui pourrait sembler être un défaut d'ajustage est en fait le meilleur gage de fiabilité qui soit, puisque cette carabine va se refermer dans du sable, dans de la boue, par très grosse chaleur, très grande humidité. Et en fait, ce jeu qui va en réduisant à mesure qu'on referme la culasse permet à la carabine de fonctionner partout et sous tous les climats. Très vite, les carabines à verrou sont plus assez rapides pour la guerre. Seulement, c'est des carabines très performantes, précises, fiables, endurantes. En fait, elles ont toutes les qualités pour devenir des armes de chasse. On est bien en présence d'une arme de guerre, même si, avec quelques modifications, on voit bien l'arme de chasse qui se cache en dessous. Donc, on imagine très bien sans le garde-main, avec une crosse affinée ici, on peut très bien imaginer une arme de chasse. Une carabine à verrou, comme son nom l'indique, c'est une carabine qui se verrouille. Mais en fait, qu'est-ce qui se verrouille? Ce qui se verrouille, c'est ce qu'on appelle la culasse mobile. C'est cette partie, la culasse mobile, qui se verrouille en abaissant le levier. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on abaisse le levier? En fait, à l'avant de la culasse, il y a deux protubérances d'acier qui sont taillées dans la masse, que l'on appelle des tenons de verrouillage. Et quand la culasse arrive en bout de course et que l'on tourne, les tenons pivotent et ils vont pénétrer dans des mortaises avec une paroi de chaque côté contre laquelle la face postérieure du tenon va venir s'appuyer. Et ainsi, l'arme est bloquée par cette paroi et il faudra ensuite pivoter pour pouvoir la reculer. C'est ce qu'on appelle un verrouillage rotatif, tout simplement. En fait, on imagine bien, quand on met une balle au bout de la culasse, voilà ce qui se passe. On voit très bien comment le large extracteur, qui est une invention de Paul Moser, agrippe la cartouche. En fait, quand cette dernière quitte le magasin, elle monte poussée par le ressort de la plateforme élévatrice. Elle vient se bloquer contre la tête de culasse, ici, et elle est agrippée par l'extracteur qui, dès lors, ne la lâche plus jusqu'à la fin du tir, jusqu'au moment de l'éjection. Moi j'ai une carabine pour faire de la battue, une carabine pour faire de l'approche et une carabine pour l'Afrique. Alors là, l'Afrique c'est un calibre beaucoup plus puissant, 3,75. Ça c'est une carabine de battue avec laquelle je tire avec une lunette 2,5-10 depuis toujours. Pour l'approche, j'utilise une 7 ARM avec une petite lunette Swarovski avec le réticule d'un deuxième plan focal pour pouvoir tirer assez loin.
Et elle est un peu plus légère pour la trimballer en montagne. Celle-ci est un peu plus lourde. Et moi je trouve qu'avec une carabine lourde, on est beaucoup mieux, vous voyez, en épaule. Voilà. Alors moi quand je tire, souvent en battu, je tire avec la bretelle. La bretelle, ça vous stabilise comme ça vous donne une... Voilà. Et vous remarquerez, je chasse toujours carabine ouverte. On a toujours le temps de la fermer, la carabine. Voilà. Quand le levier est ouvert, on a la sûreté la plus absolue. C'est une carabine que j'ai fabriquée il y a 30 ans, sans sûreté. Exactement en 1980, donc il y a 34 ans. Voilà. Et je n'ai pas mis de sûreté dessus volontairement. Parce que je laisse la carabine ouverte, je la fermerai si on voit des animaux et on aura largement le temps. Ah, chevreuil. Voilà. Qui pourrait pas être... C'est une ça, non? Je vous l'ai fait tourner celui-là. Il venait comme ça. C'est un petit mâle? C'est un petit mâle. Ouais. Ouais. Une bonne carabine, elle doit être précise. Aujourd'hui, bon, le 98% des carabines sur le marché, avec des canons qui sont faits par des méthodes industrielles, sont toujours très précises. À l'époque où il y avait les canons qui étaient rayés à la main, il y avait certaines imprécisions. Elle doit avoir un très bon départ, parce que c'est le départ qui, au moment où on va tirer, va faire la différence pour pas qu'il y ait ce qu'on appelle le coup de doigt. Et une chose importante, la lunette montée le plus bas possible et la crosse bien adaptée à la morphologie du chasseur pour ne pas perdre de temps au moment du tir. La précision d'une carabine de chasse, il faut considérer qu'à 100 mètres, il faut mettre 2-3 balles, pas plus, dans une pièce de 2 €. Après, si on tire plus de balles, on a un échauffement du canon qui va faire disperser le groupement. Une carabine de chasse qui a un canon léger, c'est fait pour tirer 3 balles d'affilée en précision. Si la carabine ne tire pas juste, si c'est un problème de canon, là il n'y a pas de grand chose à faire. Mais après, il y a certains moyens pour remédier à l'imprécision. Alors c'est faire un bedding, c'est retoucher la bouche du canon, faire flotter le canon. Revoir la mise à bois s'il a été faite comme il faut, si l'assise du bâti est bien posée dans la crosse. Et après, il faut surtout essayer plusieurs balles. Parce qu'une carabine peut être moyennement précise avec une certaine marque, une certaine ogive, et parfaitement précise avec une autre. C'est-à-dire que c'est le canon qui détermine quelle est la balle qu'il accepte le mieux. Souvent, après une très forte pluie, une partie de chasse sous la pluie, ils nous rapportent des carabines, et parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit problème de précision. Alors on démonte tout, et on se rend compte que le bois a légèrement gonflé. Alors on va le faire sécher, et après on va retoucher les points de contact qui se sont faits sous le canon. Parce qu'il peut y avoir des points de contact qui sont faits entre le bois et le canon, et qui forcent sur le canon, et qui provoquent des tensions qui, elles, vont nuire à la précision. Et donc on va enlever ces points de contact, et après nous souvent on va vernir dans le lit du canon pour éviter que le bois reprenne l'humidité. Et alors souvent on va cirer ici le long du canon, de part et d'autre, on va mettre une cire un peu épaisse que l'on fabrique, colorée, ça ne se voit pas. Ça fait que l'eau, quand elle va ruisseler sur le canon, la cire va l'empêcher de passer dans le bois et elle va glisser sur le bois, et le lit du canon restera toujours étanche.
L'alliance du magasin Schonauer et du verrou Mannlicher a permis de créer en 1900 le fusil Mannlicher Schonauer modèle 1900. C'était une arme remarquablement usinée, remarquablement fabriquée. Malheureusement, elle était arrivée dans un marché qui était déjà dominé par Mauser. Souvent dans les arsenaux, on a développé une gamme à destination du civil. Et ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que la Mannlicher Schonauer, qui a été conçue au départ comme une arme purement militaire, n'a trouvé sa réputation que comme arme de chasse. Alors elle a trouvé sa réputation que comme arme de chasse, pourquoi? Parce que les tout premiers modèles qui sont sortis en 1902, et puis ensuite le modèle 1903, sont sortis sous la forme de mousquetons, c'est-à-dire des armes avec des canons très courts de 45 cm, généralement pourvus de fûts allongés, dont une carabine dite de forme Stutzen ou de fût long. Et c'était des armes qui étaient simples, qui avaient une élégance et surtout une balance absolument inimitable. La Mannlicher Schonauer est presque devenue, à la façon de certaines marques comme Frigidaire, Mobilette, est devenue presque une marque à elle seule, puisque aux États-Unis, pour qualifier une carabine Stutzen, on ne parle pas de Stutzen, mais de Mannlicher. La Mannlicher Schonauer est l'œuvre de Ferdinand von Mannlicher, elle est également celle d'Otto Schonauer, et c'est à lui que l'on doit le fameux chargeur de la Mannlicher Schonauer. Il s'agit d'un chargeur rotatif en acier dans lequel on peut mettre 5 cartouches. On les charge par le haut et il possède plusieurs particularités. Ce petit bouton permet la dépose des cartouches. Voilà. Les cartouches remontent d'un seul geste. Autre particularité, il se charge comme un magasin, mais c'est un chargeur amovible. On enfonce une petite pédale au travers le trou du chargeur avec la pointe de la balle. Voilà, on enfonce la pédale, on place le fond du chargeur à la perpendiculaire, on tire et on découvre un chargeur avec une planchette élévatrice qui pivote et on arrive à stocker 5 balles. De 1898 à 1936, on est dans une phase où l'arme de guerre, avec un joli bois, avec un canon un peu différent, sans doute souvent avec une relime octogonale, devient une arme de chasse. À partir de 1936, arrive une carabine, la Winchester 70. Ce n'est pas la première carabine de chasse à proprement parler, par contre c'est la première carabine de chasse à rencontrer le succès. Elle sera fabriquée dans des centaines de milliers d'exemplaires, dans des dizaines de versions. Elle est toujours fabriquée aujourd'hui. Et cette carabine marque un tournant. Pour la première fois, une arme, avec un fort succès, est conçue, fabriquée uniquement pour la chasse. La Winchester 70 est caractérisée par un boîtier en acier comme sur le Mauser, mais beaucoup plus rond, avec des formes plus douces, plus agréables, plus modernes. La sécurité
sécurité, contrairement à la Moser qui est un drapeau et qui gêne lorsque l'on a une lunette très basse, la sécurité a un déplacement latéral. Là, elle est prête à tirer. Là, elle est en position de sécurité avec la culasse mobile. Et la troisième position, la culasse ne bouge pas. Et si on presse la détente, il ne se passe rien. Et ce déplacement latéral permet de monter, comme ici, une lunette très très basse, sans être du tout gêné. Quelques caractéristiques de la Winchester 70 attestent de son âge. Il faut dire que cette carabine a plus de 75 ans. Et outre son verrouillage façon Moser avec l'éjecteur, les deux tenons, le boîtier tout en acier, sa principale caractéristique d'arme ancienne entre guillemets, c'est cette planchette, cette trappe de magasin. Comme vous le voyez, la Winchester 70 n'a pas de chargeur amovible. Si on veut enlever les cartouches en fin de battue, on presse ici et voilà. Il faut recueillir les carabines avec les cartouches avec pour principale difficulté ne pas les laisser tomber. Ce que je viens de faire. C'est le principal défaut de cette arme qui pour le reste est sûre, fiable et résistante. Toujours avec une Moser 66 SM, toujours en 243 et puis pour les battues en 300. J'adore cette arme du fait de l'ergonomie, de l'imprécision, du fait de la compacité de l'ensemble et la maniabilité, le système technique permettant l'interchangeabilité des canons. Même le jour où vous décidez de changer de calibre, vous pouvez conserver votre arme dans l'état, juste en changeant le canon pour le calibre. Et une fois qu'on a essayé un système de ce type, c'est absolument impressionnant de fluidité et de rapidité. C'est une carabine qui est increvable, elle ne se déprécie pas dans le temps parce qu'elle est très bien conçue. En termes d'axe, axe canon, vis de verrouillage de canon, de la douille de verrouillage et du système à l'arrière. Et c'est très rigide, c'est très costaud. Et il est très rare de casser une crosse sur une Moser 66, vraiment très rare. Et on la trouve encore très très fréquemment. Mais ce sont des carabines qui avaient un succès incroyable à une époque, incroyable. C'était révolutionnaire. Étrangement, la révolution en matière de carabine à verrou va être le fruit de Moser. C'est une Moser, une nouvelle fois, qui va innover et surtout qui va remettre en cause l'étalon de référence, celui que tous les autres fabricants copient, la Moser 98. Donc c'est Moser qui ose remettre en cause son propre mythe. Ça se passe en 1965. Moser a été, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Moser n'a pas pu redémarrer tout de suite. La firme Moser est réellement repartie en 1954 et 10 ans plus tard à peine, une carabine ressort des usines Moser. Il s'agit de la Moser 66 et c'est une carabine qui innove sur de nombreux points. Déjà, on n'est pas sur un boîtier fermé comme la Moser, c'est-à-dire que la culasse ne coulisse pas entre deux anneaux. La culasse porte son propre clapet. On parle de culasse télescopique, un terme que j'aime pas trop, mais disons que la culasse coulisse sur un rail en deux parties. Donc la culasse mobile recule et après le clapet qui la recouvre recule également. Ce choix technique permet de gagner 9 cm sur la longueur totale de l'arme.
J'aurai donc une 300 Winchester en petite mécanique SM. Alors c'est la petite mécanique, c'est la mécanique courte et pas la mécanique Magnum en 2 plus 4. L'histoire de la carabine Mauser 66 c'est peu banal car elle a été inventée par un ex-champion olympique de tir, Walter Gehman en l'occurrence, qui parallèlement a créé aussi des calibres à son nom, les calibres von Hofe, qui étaient effectivement disponibles dans son modèle 1966. Cette carabine se différencie de toutes les autres carabines de l'époque par l'interchangeabilité des canons. À savoir, vous pouviez, sur une même arme, disposer de différents canons et donc utiliser différents calibres pour différents modes de chasse. La culasse est télescopique et coulissante, ce qui avait comme avantage d'accélérer le mouvement d'armement et d'éjection, et surtout réduisait la dimension de la carabine, puisque un système 98 mesure quasiment le double d'un système 66. Donc encombrement réduit et maniabilité accrue. Vu le succès commercial qu'elles avaient, les demandes étaient relativement importantes. On m'a sollicité donc et je me suis intéressé aux modifications des carabines de base en carabines custom. Certains clients trouvaient des inconvénients au produit qui étaient à l'origine le poids et les poids de départ pour les versions double détente. Alors, j'ai transformé à l'origine les carabines par la suppression d'une grande partie du rail bloc qui alourdit de 250 grammes le canon. Donc, au début, c'était réduction, comme ce modèle-ci, réduction de cette pièce au minimum. Et par la suite, remplacement de cette pièce par une pièce en titane. Donc 250 grammes de gain juste sur le canon. Ensuite, adjonction d'un montage fixe au plus bas du canon et fabrication d'une crosse dans le style américain, c'est-à-dire relativement droite, avec une pente réduite au minimum de façon à épauler et à être en phase avec la lunette le plus rapidement possible. Elle a un inconvénient majeur, la Mauser 66, c'est qu'elle fait du bruit. L'alimentation ne se fait pas le dessus. Et il faut manipuler la culasse à chaque fois pour désengager les cartouches du magasin. C'est pas un chargeur amovible, c'est un magasin interne. Un peu comme l'était le Mauser 98.